Merci Olivier et merci pour l'invitation. Donc oui, pourquoi vous vous êtes peut-être surpris qu'Airparif soit là dans une réunion d'air intérieur, puisque finalement on nous connaît surtout sur l'air extérieur. Au-delà de nos missions de surveillance de la qualité de l'air extérieur, on a aussi tout un rôle d'appui aux décideurs pour améliorer la qualité de l'air, d'amélioration des connaissances, mais on a aussi créé avec notamment la région comme membre fondateur un laboratoire d'innovation ouverte qui s'appelle AirLab et qui a pour ambition de favoriser en fait un petit peu comme ce que tu cherches à faire Olivier, de manière un peu différente, de favoriser l'émergence de nouvelles solutions. Et en tout cas, l'ambition, c'est que sur ces nouvelles solutions, qu'elles soient d'amélioration d'appui au changement de comportement ou d'amélioration technologique, comme l'expérimentation dont je vais vous parler, l'ambition d'AirLab, c'est de s'assurer de l'impact que ça a réellement sur la qualité de l'air intérieur, au-delà de l'idée qu'on peut en avoir quand on lance l'expérimentation. Et donc, dans ce cadre-là, la région a souhaité soutenir une expérimentation qui s'appelait « Innovons pour l'air des bâtiments publics », qui visait à tester par des constructeurs ou des revendeurs de solutions, de tester l'efficacité de systèmes de dépollution dans des bâtiments publics. Nous, notre rôle, c'était de s'assurer que l'évaluation était faite dans de bonnes conditions. On a d'ailleurs développé un protocole qui est librement disponible pour tout à chacun. En un mot, le système de surveillance, il dépend de la longueur, en fait, la durée d'échantillonnage qu'on doit prendre sur l'expérimentation. Elle dépend en fait du gain qu'on espère obtenir avec la solution, des niveaux de départ, des gains qu'on peut espérer, de l'incertitude des systèmes de mesure qu'on met en place aussi. Donc il y a tout un protocole qu'on a mis en place pour que ça puisse fonctionner. Donc ce n'est pas du tout ni la région ni Airparif qui a choisi les lieux d'expérimentation, c'était vraiment le lauréat de l'appel, enfin le candidat à l'appel à projet qui disait moi je veux expérimenter ma solution et je vais le faire dans telle crèche, dans telle école qui était d'accord pour accueillir cette expérimentation. Et la première bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des lieux qui ont été expérimentés en air intérieur avaient plutôt une bonne qualité de l'air au départ, enfin sur l'ensemble de l'expérimentation. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant pour l'ensemble des enfants qui ont pu respirer. Ce qui a été regardé, c'est non seulement les aspects de confinement avec le CO2, mais aussi les polluants comme notamment les particules, mais aussi les composés organiques volatiles. Le dégât, on va dire, collatéral de cette bonne qualité de l'air, c'est que pour quantifier les gains du système de dépollution en air intérieur, c'est plus délicat puisque finalement le gain qu'on pouvait obtenir était relativement faible. Donc on a pu montrer qu'il y avait des solutions qui permettaient d'améliorer, mais on ne peut pas quantifier les gains. Et voilà. Et on a pu montrer aussi, et ça rejoint ce que disait Valérie Leprince tout à l'heure, que dans les locaux où il y avait une CTA, on a d'autant plus une bonne qualité de l'air au départ. Donc c'est pas complètement satisfaisant à la fin, mais si on dézoome et qu'on rejoint les préconisations du Haut Conseil en santé publique qui a réitéré ses préconisations lors de la pandémie, ce qu'il explique, c'est que il faut bien ventiler pour avoir une bonne qualité de l'air. Les premières précautions, c'est de bien ventiler les locaux, c'est de garder des teneurs en CO2 à moins de 800 ppm et que le recours à un système de dépollution, c'est, comme le disait aussi Valérie Leprince, dans des situations particulières où on a des niveaux particulièrement élevés et en situation transitoire avant qu'on ait pu mettre en place notamment une ventilation correcte. Je voulais aussi vous faire part d'une autre expérimentation qui a été faite
sur la mise en place de capteurs CO2, là aussi pendant la pandémie, parce que les gens étaient aussi plus réceptifs. Et ça a été fait avec des sociologues, des experts, des chercheurs en sociologie. On avait deux groupes, des classes où il y avait un capteur de CO2, mais où les gens dans la salle ne voyaient pas la teneur, et d'autres salles où ils voyaient avec aussi un vert orange-rouge pour faciliter la lecture. Et les conclusions sont assez intéressantes. Elles montrent que tout le monde était conscient qu'il faut aérer les locaux, notamment quand la ventilation n'est pas suffisante. Par contre, quasiment personne n'avait en tête comment il faut aérer et combien de temps et quelle ampleur il faut avoir. Et là, je rejoins aussi ce que disait Valérie Leprince. Ce qu'on a pu montrer, c'est que pour avoir une ventilation suffisante, il fallait aérer 10 minutes toutes les 30 minutes, ce que, évidemment, personne ne fait dans les classes. Et je ne parle même pas d'efficacité énergétique. On était vraiment sur une logique, je vous rappelle, on était pendant la pandémie. Que les gens se disaient, je vais aérer, je vais entrouvrir un petit peu. Donc, il faut aérer. Et puis après, il y a aussi des gens qui se sont pris au jeu. Donc, qui ont essayé de voir si en ouvrant la porte vers le couloir, on faisait plus de courant d'air et que ça allait mieux. Et ça a vraiment, au fil du temps, vraiment changé les pratiques, c'est-à-dire vraiment une prise de conscience qu'il faut aérer mieux, plus longtemps. Ça s'est fait aussi dans leur logement parce qu'ils ont réalisé de l'importance. Et donc, vraiment un retour positif. Et ça, c'était dans les classes où ils voyaient, puisque les élèves et les professeurs l'ont bien identifié. On n'a pas du tout les mêmes résultats, évidemment, là où c'était en aveugle, puisqu'ils sont restés sur leur pratique habituelle, et on voyait bien ce qu'a dit Madame Leprince, avec des niveaux beaucoup trop élevés. On a quelques cas où ça a été plutôt anxiogène, parce qu'on a quelques cas où, malgré tous les efforts, parce que les ouvrants n'étaient pas assez grands, parce qu'il n'y avait pas du tout de ventilation mécanique par ailleurs, où on a du rouge qui restait malgré les efforts. Et là, ça a quelque chose d'un peu anxiogène, mais c'est aussi pour montrer qu'il faut faire de la ventilation, comme le disait Madame Leprince tout à l'heure. Et si vous souhaitez mettre en place des capteurs, Air Paris, toujours dans le cadre d'Airlab, fait tous les 2 ans un challenge microcapteur qui permet de voir l'avancée de ces technologies. Et en air intérieur, il y a des capteurs. Alors, on n'a pas les résultats du nouveau challenge puisqu'il est en cours. Les résultats seront pour septembre 2026. On attend avec impatience les nouveaux résultats, puisque là, tous les travaux sont en cours. Puis après, il faut tout traiter, parce que là aussi, ça fait beaucoup de données. Et là, vous avez actuellement en ligne les résultats du précédent challenge. Vous avez accès un petit peu à des fiches comme dans je dirais comme à la FNAC, où ça vous dit les performances du capteur, pour quel type d'usage, intérieur, extérieur, et puis sur quel polluant il est efficient, combien ça coûte à maintenir, combien de temps il réagit correctement. Donc ça peut aussi être un élément complémentaire pour surveiller la partie qualité de l'air intérieur. Merci à tous.